C'est une joie et un honneur d'intervenir devant vous, les anciens de l'INSEAD. Je sais que dans l'état d'esprit de l'INSEAD, vous êtes un public aguerri au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du leadership. C'est vraiment évidemment dans votre ADN. Et et en plus, vous êtes membre de ce club qui est dédié à l'innovation et au design. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses puisque ça veut dire mes 25 ans de carrière. Et donc, vous êtes évidemment très sensible à ces questions, à ce rôle et la place de l'innovation et du design comme facteur de compétitivité globale pour les entreprises, mais comment on peut en fait aussi utiliser ces deux accélérateurs dans la crise qu'on est en train de traverser. Alors, j'ai vu que vous veniez de secteurs très, très différents, du conseil à l'industrie, en passant par l'énergie, le packaging, la pharma, et de fonctions très, très différentes. Donc, j'ai vu en fait qu'il y avait des gens qui occupaient vraiment toutes les fonctions de l'entreprise, de la direction à la supply chain. Heureusement, il y a quelques-uns qui sont en customer experience et en design et en innovation. Mais je ne vais pas faire en fait une intervention qui est spécifiquement sur le design et l'innovation comme facteur de compétitivité pour créer des produits et des services, mais vraiment plutôt dans le rôle de l'innovation et du design par rapport à vos fonctions de leadership. On pourra parler aussi évidemment du télétravail, mais je me suis dit que comme j'avais le plaisir ce matin de discuter, d'échanger avec des leaders, j'allais en fait focaliser mon intervention sur le rôle de l'innovation et du design par rapport au leadership aujourd'hui et dans cette phase de crise. Moi, j'ai découvert votre campus grâce à votre bibliothèque. J'ai fait un master de recherche où j'y ai passé de longues heures. C'est déjà il y a 20 ans et je connaissais en fait Jean-Pierre et on a créé en fait suite à ce master de recherche où il était membre de mon jury, un énorme événement sur la différence entre restructuration et revitalisation avec les anciens de l'INSEAD. Et j'ai été le premier prof de stratégie d'entreprise à tester la simulation de deux de vos grands profs, Kim et Mauborgne, sur tout ce qui est stratégie océan bleu. Donc moi, mon background à la fois académique et professionnel, il est sur le renouveau en fait stratégique et comment on a utilisé en fait le design et l'innovation pour renouveler une entreprise qui parfois était proche de la faillite. Et c'est cette méthode que deux de vos profs ont énormément popularisée, Blue Ocean Strategy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait peut-être un peu longtemps, mais il y a une des pistes d'exploration pour renouveler en fait une entreprise, c'est la recherche ethnographique. Et les recherches ethnographiques sont évidemment le bastion du design thinking. C'est comme ça que de la stratégie, j'en suis arrivée au design thinking. J'ai exploré cette culture et appris de cette culture avec 10 ans de collaboration avec Stanford. C'est évidemment comme c'est une culture et vous savez bien, vous êtes tous multiculturels, c'est pas instantané, on ne comprend pas les points de repère et c'est toujours en fait difficile d'apprendre une culture et je ne sais même pas si on apprend vraiment une culture. Les Anglais disent learn about a culture et c'est pas vraiment apprendre une culture. En tout cas, j'ai appris la langue et je l'ai utilisée comme une culture pour pouvoir créer énormément de différents, ce qu'on appelle artefacts, donc des produits, des services, des process, des systèmes. Aujourd'hui, en fait, on y fait beaucoup de télétravail parce que c'est sûrement en fait, voilà, on est tous à distance. D'habitude, on était quand même chez BCG la dernière fois que je suis intervenue dans ce club, il y a 10 ans. Et puis, c'est toujours pour rechercher un impact sociétal, un impact stratégique pour une entreprise et un impact économique pour être plus compétitif. Je suis en effet aujourd'hui associée chez Deloitte, en charge de l'interaction avec les dirigeants des entreprises. Donc, l'interaction, ça veut dire je fais encore de la recherche. J'ai ce grand plaisir. On appelle ça de l'éminence chez Deloitte, mais pour moi, c'est de la recherche. Et puis, j'organise des dîners, j'organise ce qu'on appelle des CEO Transition Lab, c'est-à-dire des moments de réflexivité avec eux. Et puis, on a tout un arsenal d'interactions avec ces COMEX, avec ces CEO. C'est ma première, en fait, activité principale chez Deloitte.
Et ma deuxième activité, je suis en charge d'un studio, c'est-à-dire 350 mètres carrés qui sont dédiés à l'incubation, l'accompagnement de projets, d'équipes en fait, pardon, de projets innovantes. Donc, quel est le rôle de l'innovation et du design pour faire face à la crise? Si j'écoute en fait les CEO, les Topex et plus globalement la presse, on se dit que finalement tout le monde s'accorde à dire que la crise n'est qu'un révélateur, n'est qu'un accélérateur des sous-jacents. Et aujourd'hui, il faut faire en fait la différence et prendre le recul, et c'est toujours en fait difficile. Est-ce que c'est en fait Ah, il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Est-ce que c'est en fait donc des sous-jacents qui sont structurels ou est-ce que ce sont des sous-jacents qui sont conjoncturels? Pour prendre des grandes décisions, c'est un petit peu la grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur du conjoncturel ou sur du structurel? En tout cas, la crise nous a amené ce qu'on appelle dans notre jargon de design des problèmes flous, inattendus, qui déstabilisent les équipes. Et c'est notre capacité finalement à les identifier très rapidement, à développer des solutions pertinentes, adaptées, tout contexte étant très différent, qui fait la différence entre une entreprise qui a pu en fait trouver des solutions très rapidement pour continuer l'activité de son entreprise et puis une autre qui va peiner. Je ne sais pas si vous vous rappelez les mots de Peter Drucker, un de vos grands profs aussi, qui a vraiment énormément structuré aussi notre pensée. Il dit « Le plus grand risque en temps de crise n'est pas tant la crise que le fait d'y répondre avec les solutions du passé. » J'aime beaucoup en fait cette citation parce qu'on croit tous, ou on aurait envie de dire que ça sera la même chose après. Et puis inconsciemment, on sait très bien que le monde est en train de changer et que les pratiques sont en train de changer et qu'il va falloir s'adapter. C'est finalement cette capacité d'innovation qui est clé pour gérer des problèmes opérationnels liés à la crise. Donc, on a parlé de management de continuité, mais aussi pour repenser le demain. Donc, le demain étant les modèles de demain. Ça peut être en effet la relation au travail, le télétravail, mais ça peut être aussi les produits et les services, ça peut être une supply chain, ça peut être beaucoup de choses que vous vivez, j'imagine, aujourd'hui. Il faut se reconfigurer pour pouvoir en fait retrouver la croissance. Alors, le design thinking, c'est cette culture d'exploration et elle peut aider en fait d'une façon en effet très efficace par ses valeurs. On a des valeurs en fait d'empathie, d'optimisme, de pragmatisme. Qui inspire l'état d'esprit des équipes. On a aussi en fait développé et on peut développer des méthodes et des outils qui soient très spécifiques puisqu'on voit que la crise nous a apporté des problèmes à différents moments de la crise et il faut être beaucoup plus rapide dans l'exécution, dans l'implémentation, dans la capacité en fait finalement à trouver des solutions pragmatiques tout de suite maintenant et les mettre en place. Donc, comment identifier ces problèmes, les mettre en perspective, comment garantir la continuité des opérations, quelles sont les leçons aussi qu'on tire de ces grandes périodes de confinement qui ont bousculé et puis qui ont mis, par exemple, tout le monde en télétravail du jour au lendemain. Quelles sont les solutions, des produits, des services, mais aussi des solutions internes. Et il n'est pas facile aujourd'hui de capter à nouveau quels sont les besoins, à la fois des besoins latents et des besoins qui sont exprimés. On voit bien aussi sur nos collègues, nos équipes projets, nos collaborateurs. Certains s'expriment, certains ne s'expriment pas. Le design thinking a ce grand passion qui s'appelle l'écoute comme valeur, mais comme un attirail en fait, méthodologique, tout ce qui est recherche ethnographique. On est en train de faire de la recherche ethnographique à distance. Normalement, la recherche ethnographique, c'est sur le terrain et on observe en fait les gens dans leur contexte réel. Je dois avouer que moi-même, je me suis en fait révolutionnée et j'ai innové dans mes outils et mes méthodes pour pouvoir mettre des protocoles pour observer les gens sans aller forcément sur place. Bon, vis-à-vis de la crise, on l'a bien vu aussi, personne n'est égal. Il y a certains secteurs qui ont quand même explosé en termes de croissance ou en termes de zéro business. Je connais certains patrons qui, malgré le fait qu'ils soient en fait des fleurons de l'industrie française depuis 200 ans, sont en train de renégocier très fortement
leur possibilité en fait de continuer, parce que quand vous avez en fait asséché une trésorerie depuis février l'année dernière, ça devient en fait très très compliqué, voire impossible, et on l'a bien vu qu'il y a eu une cascade de défaillances. Donc, à chaque fois, ce qui est important, et c'est vrai que la culture du design thinking nous apporte ça, il faut prendre en compte l'unicité de la situation, l'unicité en fait du secteur, mais aussi des équipes et de la capacité en fait de cadrer les solutions, de les voir avec un angle à 360 degrés, d'avoir une créativité extrêmement beaucoup plus pragmatique qu'on pourrait avoir en non-temps de crise. Mais c'est évidemment, personne n'est égal devant la crise. Certains ont été touchés d'une façon radicalement différente. Donc la crise, et on le voit, a fortement testé la capacité d'innovation des entreprises. Et il faut en fait apporter des solutions. Il y a eu un article de notre PDG Punit chez Deloitte, et que vous pouvez télécharger d'ailleurs, qui s'appelle le leadership résilient. Et il définissait en fait 3 phases. La phase en fait de réaction, la phase en fait de rebond et la phase de réaccélération et de croissance à nouveau. Donc, on voit bien qu'à court terme, il faut évidemment avoir quand on est dans un état d'esprit d'innovation, de design, à court terme, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le fait qu'on subit au niveau du confinement des mesures gouvernementales, en fait, on subit le fait qu'il faut être en télétravail, on subit en fait tout ce qu'on nous impose, certains disent une restriction même à leur liberté, ça met les gens dans une attitude très passive. L'état d'esprit du design, de l'innovation, c'est de rester dans cette posture proactive. Et le fait si ce n'est de faire à distance des ateliers où on remet les gens à trouver des solutions, à rester dans la proactivité, ça fait une sacrée différence en termes de ressenti, de se sentir à nouveau et encore maître de son destin, ou de subir et subir et subir, et d'être dans une attitude très passive. Je crois que ça, c'est super important en ce moment dans le mental aussi des gens. À moyen terme, évidemment, on trouve des solutions opérationnelles de management, enfin, à tous les problèmes qui s'offrent à nous, et à long terme, redéfinir en fait nos modèles. Donc, il faut aujourd'hui, en fait, plus que jamais, j'avais ce slogan qui a toujours bien marché et qui reste en fait une de mes boussoles, c'est frapper juste pour frapper plus fort. Je pense que cet état d'esprit design thinking et innovation, c'est vraiment là, quoi. C'est pour frapper juste, c'est pour frapper plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Marc Gigé sur le parallèle entre la crise actuelle et la crise de 1929. Elle est sur la chaîne YouTube Les Mardis de l'Innovation. Si vous ne l'avez pas vue, elle est très intéressante de voir justement comment la différence entre un état d'esprit passif et un état d'esprit innovant et actif. Et il disait il constatait, il a analysé, c'est un analyste, Marc, la majorité des grandes innovations sont nées en réponse à des crises et impliquent des schémas de diffusion radicalement différents. Il prend beaucoup d'exemples et c'est très, très intéressant. Donc nous, chez Deloitte, on est en fait convaincus que face à cette crise, un nouveau type de leadership, et ce leadership en fait plus lié à ce rôle en fait d'innovateur et d'état d'esprit en fait design, est un type de leadership le plus recherché en fait aujourd'hui, et tout particulièrement dans la crise que nous traversons. Bon, vous avez tous compris que j'ai un ragdoll. Je vous le dis, c'est un ragdoll qui passe. Elle est très collante, elle est très mignonne, mais là, c'est les joies du télétravail. Je vous le dis, c'est un ragdoll, pour ceux qui essayaient de deviner. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que donc il y a 3 temps en fait pour la crise, donc répondre, rebondir, croître. On a mené en fait une étude mondiale sur 200 PDG dans le monde pour sentir en fait cette tendance de ce qu'on appelait le leadership résilient. Et pour pouvoir approfondir, j'ai mené une dizaine d'entretiens avec des dirigeants français pour voir, et je vais vous livrer un petit peu les résultats de cette corrélation entre innovation, design et crise.
Je l'ai structuré en trois actions, 3 postures et 3 pistes en fait d'exploration pour faire face à la crise. Donc les 3 actions, parce que quand on a analysé en fait la phase de réaction des PDG et des entreprises, ça a été vraiment l'action qui a prédominé cette phase. 3 postures, parce que pour impulser en fait une phase de rebond, il a fallu en fait une attitude des dirigeants assez exemplaire dans leur audace et dans leur capacité en fait à cascader cette audace dans leurs organisations. Et puis 3 pistes pour préparer l'accélération. On parle beaucoup en fait aujourd'hui d'accélération des transformations pour un retour à la croissance. Et nous, on est convaincus que c'est ceux qui feront la différence seront ceux qui auront appris en fait évidemment de cette crise pour se projeter différemment demain. Donc, si je parle du premier temps, qui est la phase en fait de réaction par rapport à la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait eu 3 grandes actions qui ont été identifiées. Donc, la première, c'est évidemment, et vous l'avez tous ressenti, j'imagine, c'était sécuriser les collaborateurs. Donc, ça a été le premier poste de dépense et ça reste le premier poste de dépense à 50% devant les investissements en termes d'infrastructure. Et on a observé, vous l'avez sûrement tous ressenti, une attention très particulière à la communication avec les employés, avec cette volonté d'avoir un discours très humain, très branché sur des valeurs d'authenticité, d'empathie, de sécurisation. Et on a bien vu que les codes du storytelling et les codes en fait de comment on s'adresse avec des discours plus humains finalement dans une communication dématérialisée, ce qui est le cas là, vous êtes tous, et je ne suis que pour vous en fait ce matin une petite vignette parmi en fait d'autres vignettes. Donc c'est vraiment, voilà, on a vraiment vu en fait, et je pense qu'on l'a tous ressenti. Après, deuxième action, protéger les finances de l'entreprise. Ça a été évidemment la priorité de tous les dirigeants interviewés. Donc, ils ont 60% des dirigeants qui ont eu à faire face à des problèmes de cash, ont dû réduire le nombre de collaborateurs ou faire appel au chômage partiel. Donc, il y a eu certaines mesures. Et un tiers, par souci d'exemplarité et d'engagement, ont diminué leur rémunération dès le début, ou en sortie de crise. Donc, rigueur, évidemment, dans la gestion et dans la projection financière, mais aussi des petites et des grandes innovations au niveau de comment gérer leur trésorerie et comment améliorer leur analyse de risque. Voilà, les gens qui analysent les risques, ils n'avaient pas vu en fait ce risque-là. Rester en fait toujours avec un état d'esprit ouvert, ça a vraiment en fait énormément perturbé les uns et les autres de ne pas avoir identifié la pandémie comme un risque possible, potentiel, si influent dans la trajectoire de son entreprise. Et puis, troisième grande action, ça a été assurer la continuité du service. Comme on l'avait vu, je l'ai déjà dit, personne n'est égal devant la crise, donc ça a été très hétérogène en fonction des différents secteurs. Certains à l'arrêt, d'autres en surchauffe. Mais on a observé beaucoup d'innovations très, très locales qui illustraient le développement en fait, d'organisations qui étaient responsables pour assurer des continuités de supply chain, de services, pour pouvoir en fait s'adapter très rapidement à ce télétravail qui a touché plus de 3/4 des collaborateurs des PDG interviewés. Donc maintenant, on a fait 3 actions, 3 postures qu'on a en fait identifiées pour rebondir, pour frapper plus juste et pour frapper plus fort. L'audace, l'écoute et la confiance. Alors, on a observé que les leaders résilients ont tous et toutes fait preuve de beaucoup d'audace. L'audace, ça a été en fait d'oser penser le rebond dès la mise en place d'une crise, d'une cellule de crise. L'audace, ça a été osé d'imposer à leurs équipes de penser l'après-confinement alors qu'on était confinés et pour dépasser très rapidement le côté sanitaire. Et l'audace, ça a été, qui est si propre en fait au design,
ça a été d'oser de rendre encore plus agile l'entreprise pour la rendre encore plus réactive. Donc, bon, ça, c'est l'ex-doyenne de la D-School Paris qui est petite leçon de l'audace. L'audace, c'est plus que du courage et c'est moins que de la témérité. Donc, le courage, ça permet de résister à l'adversité, mais l'audace, ça permet en fait d'utiliser cette adversité comme un tremplin pour se créer en fait une opportunité. Donc, la limite avec de l'audace, avec la témérité, c'est la lucidité. Et pour être lucide, on en arrive à la deuxième posture, il faut écouter, écouter, écouter. C'est la capacité en fait d'écoute qu'on retrouve bien en fait dans le design thinking, dans le premier en fait mouvement du design thinking. C'est cette capacité en fait d'écoute qui permet de trouver le nouveau cap, de se réajuster très rapidement. On l'a tous ressenti. Il n'y a pas vraiment de retour à la normale possible. Je ne pense pas que ce soit un scoop pour vous ce matin. On a tous ressenti qu'il y avait quand même un avant et un après. À la fois en tant que citoyen, en tant que collaborateur, en tant que dirigeant, en tant qu'être humain, j'ai envie de dire, en tant que client. Et il faut pouvoir en fait écouter ces changements pour pouvoir en fait frapper juste. Donc, écouter évidemment les collaborateurs, ça on a écouté les clients, écouter les parties prenantes. Côté client, il n'est donc pas étonnant qu'on a pu relever qu'il y avait 70% des PDG interviewés qui disaient que les nouveaux modes de consommation représentent la thématique la plus importante à intégrer dans leur stratégie de rebond. Donc, le processus de design thinking qui commence par comprendre les besoins latents et les besoins exprimés des clients reste clé pour pouvoir évidemment frapper juste et frapper fort. Et puis, j'ai envie de rajouter très vite. Côté employé, donc Jean-Pierre le disait en introduction, la grande tendance qui n'a échappé à personne, j'imagine, a été la généralisation au fait du télétravail. En moyenne, on a 3 fois plus de collaborateurs qui continueront à travailler à distance sur le long terme. Et ce qui était une exception hier est devenu un référentiel et même une attente des uns et des autres. Alors, pour ne pas vous perdre, je vais mettre mon câble. Un tout petit instant. Voilà, comme ça. Le télétravail, donc c'est vraiment une exception. Avant, on demandait en fait de pouvoir être en télétravail. Maintenant, c'est un référentiel et on le sent, on le ressent au niveau des collaborateurs. C'est vraiment une quasi-attente pour le futur. C'est devenu une façon en fait finalement différente de travailler. Donc aujourd'hui, évidemment, on travaille beaucoup sur la réinvention des espaces liés au télétravail, l'upskilling, notamment en fait des managers et des capacités de leadership pour pouvoir en fait gérer et diriger ces équipes, mais à distance. On travaille évidemment beaucoup sur une meilleure expérience des collaborateurs parce que quand on est en fait souvent et en dehors en fait de l'espace du travail et d'une équipe, comment on continue et comment on réussit en fait à les engager dans un état d'esprit d'entreprise et d'équipe. Donc voilà, donc c'était vraiment écoute, qui est la deuxième posture très forte qu'on a pu en fait observer comme un des facteurs clés de réussite dans cette phase de crise. Et la troisième posture qu'on a pu observer, c'est la confiance. La confiance comme un catalyseur de l'énergie collective. Donc, on le sait très bien, on l'a tous vécu à titre personnel, ça met des années en fait à se construire, une confiance, et puis ça met quelques instants à la détruire. Donc, on a besoin de cette confiance pour pouvoir en fait débloquer toute l'énergie collective de l'entreprise. Et finalement, on s'est rendu compte qu'elle se bâtissait sur 3 grands piliers. Elle se bâtit sur la capacité, la confiance des employés, par exemple, se bâtit sur la capacité de se projeter dans ce monde nouveau. 77% des CEO qu'on a interviewés considèrent que cette crise sera créatrice de nouvelles opportunités.
Et la capacité en fait de pouvoir les expliciter, de pouvoir les partager, de pouvoir en fait les projeter est un facteur clé de confiance dans les équipes. Cette confiance, elle se bâtit aussi sur la capacité à donner du sens, évidemment pour les collaborateurs, mais aussi, et moins pour les clients d'ailleurs, mais de ce qu'on a observé, mais peut-être que ce serait aussi, à mon avis, à creuser et à observer dans les prochains mois et dans la prochaine année. Et elle se bâtit sur la capacité à rester sur les mêmes valeurs. On était en fait ravis de constater que la plupart ont réaffirmé en fait des valeurs très fortes comme la diversité, l'équité, l'inclusion comme une priorité stratégique, mais un changement en fait radical de valeurs avant et après la crise est un facteur de destruction en fait de la confiance, alors que rester en fait sur ces valeurs profondes permet en fait de créer la confiance. Donc évidemment, en fait, cette confiance, elle permet de libérer les initiatives et puis elle doit en fait cascader donc à tous les niveaux de l'entreprise. Et elle va en fait énormément sur des notions que vous connaissez sûrement de leadership steward, donc avec un principe d'empowerment et de subsidiarité. Si les gens peuvent le faire, pas besoin en fait forcément de contrôle et de surcontrôle et ils peuvent le faire avec cette conscience et cette responsabilité de prendre la bonne décision et de prendre la bonne action. Donc évidemment, quand on dit ça, un certain type de leadership est très mis à mal et c'est ce type de leadership auquel nous on croit beaucoup. Donc maintenant, en 2-3 minutes, quelles sont en fait les pistes inspirantes qu'on a pu identifier pour sortir plus fort de cette crise. Bon, lié évidemment à ce rôle du design et de l'innovation. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on en parlait déjà beaucoup évidemment avant la crise, enfin en tout cas en tant qu'ex-doyenne de la D-School, on en parlait beaucoup, et on a créé un livre avec Harvard et Stanford sur ce type en fait de leadership, de nouveau leadership. C'est cette capacité en fait de combiner le quotient intellectuel et le quotient en fait émotionnel. On l'a vu dans cette première phase de communication, une communication purement rivée sur un quotient intellectuel, purement basée sur des faits en fait très froids, n'aurait pas eu en fait le même impact pour pouvoir rassurer et pour pouvoir embarquer et continuer à engager les collaborateurs. Donc ça a été une communication qui a été sur évidemment autant de quotient intellectuel que de quotient émotionnel. Donc le quotient émotionnel est quelque chose de très normé dans le monde académique. C'est Daniel Goleman qui l'a en fait défini sur 4 compétences et je vous renvoie en fait à son merveilleux ouvrage Quotient émotionnel. Et ces 4 en fait piliers, évidemment, on a bien vu que dans la phase de crise, ça a été très importante sur l'effet qu'on peut avoir sur ses employés. La deuxième piste, c'est ce leadership dit ambidextre. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors, tout petit rappel, c'est la capacité en fait à allier en même temps une culture d'exploitation, mais aussi en fait une culture d'exploration. Et on parle en fait d'organisation ambidextre qui évidemment se traduisent par un mindset, des hard skills et des soft skills au niveau en fait du leader. Et puis, dernière piste, on s'est rendu compte énormément que finalement la crise a été l'occasion pour beaucoup de dirigeants d'accélérer des grandes transformations. L'un d'entre eux me confiait que c'était en fait une faille qui crée en fait une fenêtre d'opportunité pour pouvoir prendre beaucoup de décisions très importantes, donc des transformations digitales. Ça, c'est évidemment ce qui est... on a dit que ça soit en fait sur la vente à distance ou que ça soit le télétravail, que du jour au lendemain, il y a eu en fait une accélération de cette expérience digitale d'une façon absolument incroyable. Pour le retail de tout ce qui est cosmétique, on est passé de 6% du retail
digital à 15% de retail digital. Il paraît que c'est en 9 mois l'équivalent de 4 ans de trajectoire digitale dans le retail. Donc, vraiment une accélération très importante. Donc, digitale, humaine et environnementale. Et on était assez, enfin, en tout cas, moi, j'étais très contente d'entendre que 83% des PDG sont convaincus que pour faire face à la crise, il faut accélérer l'innovation. Donc voilà, sans plus attendre, si vous voulez en fait débattre ces 3 actions, 3 postures et 3 pistes d'exploration, j'attends avec impatience vos témoignages. Merci Frédéric. Les questions sont ouvertes. Vous pouvez activer vos micros si vous le souhaitez. Bonjour Valérie Delaunay, merci pour cette présentation. Préciser un petit peu. Juste un petit peu développer ces quelques mots que vous avez dit. Allô? On a perdu Valérie, je crois. Enfin, moi, je ne l'entendais pas très bien. Hein. Pardon. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend. On a perdu la question. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô, allô, ici la Lune. Oui, oui. Véronique, oui, on vous avait. J'appelle la Terre. Moi, je vous entends, mais j'ai l'impression que vraiment la connexion ce matin est très, très mauvaise. Écoutez, je ne sais pas, j'ai été en fait éjectée de la matrice au moment où je concluais. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui. Alors moi, je vous voyais en… Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est les joies du télétravail, mais je me suis mis en fibre en essayant d'améliorer mon poste de travail à la maison. Mais bon, si vous m'entendez, tant mieux. Je dois regarder dans le chat, je crois, les questions ou comment vous voulez… En revanche, on n'a pas du tout entendu la question de Valérie. Voilà, oui. Ah, d'accord. Ok, merci, je la repose. Je t'en prie, vas-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais bien aimé que vous développiez un tout petit peu plus ce que vous appelez l'ambitrex, allier une culture d'exploitation à une culture d'exploration. Si vous pouvez juste un petit peu illustrer ou développer ça en quelques mots, ça me serait précieux. Merci. On a en fait, donc c'est pas moi qui suis à l'origine de ce concept, c'est un concept donc qui a été énormément martelé par quelques académiques, mais donc une organisation ou un leader ambidextre, c'est la capacité en fait de combiner donc dans la même tête ou dans la même organisation une capacité d'exploration et une culture en fait d'exploration, donc c'est-à-dire trouver des choses nouvelles et pouvoir en fait les mettre en place dans cette organisation, et la capacité en fait d'exploitation, c'est-à-dire donc la capacité de rationaliser énormément, d'exploiter ce qui existe, mais de rester en fait sur un périmètre existant et de pouvoir l'optimiser. Donc, dans la culture d'exploitation, on est dans l'ère de l'optimisation et généralement en fait du surcuit. Dans la culture en fait d'exploration, type dans une organisation ambidextre, on doit être en fait dans l'art du quotient émotionnel au départ, donc pour pouvoir ressentir, identifier les besoins qui sont souvent latents, et c'est là où on a le plus de sources de création de valeur. Et on doit, mais en même temps, évidemment, en culture d'exploration, on sait très bien que c'est un mixte entre le quotient émotionnel et le quotient intellectuel qui permet de rationaliser aussi toute cette empathie
et toute cette capacité de… Donc, dans la culture en fait, d'exploration, vous avez deux grands bastions, l'empathie, l'écoute et la formalisation en fait, de comment on va capter ces besoins non exprimés par la recherche ethnographique. Et là, c'est tout un corpus et des méthodes. L'idée n'étant pas de capter d'une façon spontanée et non rationnelle, hein. Mais il y a aussi en fait après toute la capacité d'imagination, créativité face à un problème qui se pose, mais d'imagination. Et là aujourd'hui, en ce moment, c'est ça qui est… On a fait preuve d'énormément de créativité et pas encore assez d'imagination pour pouvoir en fait redessiner le monde de demain. Et donc, une organisation ambidextre ou un leader ambidextre, c'est qu'il est autant capable d'optimiser un existant que de créer un nouveau. Et là, vous avez tout un corpus, donc à la fois, ça veut dire quoi en termes d'état d'esprit, ça veut dire quoi en termes de soft skills, ça veut dire quoi en termes hard skills, etc. Est-ce que je peux poser une question? Merci beaucoup, Véronique. Je voudrais poser une question à propos de retail versus industrie. C'est-à-dire que ce que tu as dit à propos des cosmétiques, du retail, de la digitalisation, ce sont des exemples qu'on entend finalement à beaucoup. Et on comprend bien qu'effectivement, on arrive à capter les consommateurs via tous ces outils digitaux. Si on se met dans la posture d'un chef d'entreprise qui fabrique des machines et qui donc alimente l'industrie automobile et autres pour des lignes de production, qui est habitué à investir des millions avant d'avoir la moindre chose à montrer, de quelle manière peut-il finalement, à un moment où tout est un peu en rideau dans ces industries, où finalement il va sortir des proof of concept qui ont pris des années et qui ont coûté très cher, comment arriver à remotiver tout le monde et à montrer qu'on va s'en sortir la tête haute, qu'on va innover autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui est plus de l'invention que de l'innovation finalement. Bah ça, c'est vraiment une question énorme, hein. Moi, je vais vous donner une petite réponse parce qu'on est dans un temps extrêmement en fait, court, mais c'est une question en fait, énorme qui mérite en fait, beaucoup plus à être développée que la petite réponse que je vais vous donner, hein. Donc, merci. J'adore ce genre de questions, évidemment. C'est là où je dis qu'il faut plus d'imagination que de créativité, parce qu'on est sur un niveau en fait bien plus élevé. Ça ne va pas juste être une idée qui va faire en fait la différence. C'est en fait finalement la projection dans un univers qui peut être vraiment très très différent. Donc moi, je ne sais pas exactement quels sont en fait cet investissement sur cette industrie. Moi, je peux vous donner un exemple sur lequel en ce moment j'ai collaboré, j'ai en fait contribué. C'est-à-dire que là, il y avait en fait un grand industriel qui ne pouvait plus montrer quelle était en fait l'IoT dans son usine, qui ne pouvait plus montrer en fait les nouvelles machines qu'il pouvait en fait proposer. En plus, il n'y a plus de salon, il n'y a plus d'expo, il n'y a plus en fait de… Donc, on a en fait créé une expérience immersive pour finalement montrer et faire rentrer en fait des clients en toute sécurité en fait sanitaire dans cette projection de ce que sera en fait cette usine du futur dans un cadre totalement en fait immersif. Donc en ce moment, j'en travaille pas mal comme ça, des expériences immersives. Ça permet en fait de projeter dans la nouvelle réalité à 3 ans, à 5 ans, faire des sortes de pre-sell et de continuer en fait à… Alors il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui est hologramme en ce moment, qui fait le portail là, qui fait en fait un peu fureur. On y est mais on n'y est pas. C'est un peu dans cette tendance-là.
pour pouvoir en fait continuer à projeter en fait les gens dans cette réalité. Alors là, on l'a fait en fait, on fait du digital dans le physique. Et ce que je suis en train de travailler, c'est de faire du physique dans le digital. C'est-à-dire que finalement, par rapport à votre écran, voilà, c'est mignon, mais vous voyez, on est quand même en vignette. On n'a pas, on n'a pas cette impression d'être dans une salle, on n'a pas l'impression d'être vraiment avec vous, quoi. Et il y a des formats qu'on doit en fait complètement réinventer. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que je ne vous vois pas, donc je ne peux pas voir en plus vos yeux, soit qui clignent dans le bon sens, soit qui ne clignent. Non, non, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais en tout cas, il y a toute une façon en fait de réinventer. Il y a aussi le fait qu'on peut capter, si vous avez besoin d'interface, on peut capter les choses en fait à distance. En tout cas, il faut ce qu'on voit, mais ça c'est les analystes, et si vous regardez en fait la vidéo de Marc sur 1929, ceux qui en sortent, c'est ceux qui finalement réussissent à trouver des leviers d'accélérateur. Donc, pour pouvoir que quand l'activité en fait va reprendre, ils sont au taquet, quoi. Ils sont prêts en fait à bondir sur toutes les opportunités. On l'a vu, je l'ai vu en fait avec la différence entre Accor et B&B Hotel. Je ne sais pas si vous connaissez en fait cette chaîne. Oui. Il y en a. Accor se sont arrêtés et B&B Hotel en fait a continué. Et il a pris 3 semaines d'avance sur Accor et sur un certain type de chiffre d'affaires. Lui, en fait, son chiffre d'affaires n'a jamais été aussi élevé. Il a repris en fait énormément de clients aux autres en fait réseaux de distribution. Et ils ont donc en fait il a eu vraiment cette stratégie inverse de se dire on n'arrête rien, on est prêt à, on continue en fait à préparer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire parce qu'on a moins d'opérations, donc on va faire en fait plus d'imagination et il s'en sort en fait très bien. Donc il faut, et comme je vous le disais en fait au début, c'est une posture en fait de l'optimisme et de l'audace qui aujourd'hui en fait est très très importante. Donc croire que demain peut être meilleur qu'hier, c'est quand même généralement c'est un peu dans nos gènes en tant qu'entrepreneur, innovateur, leader. Aujourd'hui c'est un sacerdoce et ça doit être encore beaucoup plus poussé parce que c'est très très difficile quand les choses s'arrêtent, elles reprennent, elles s'arrêtent, elles se reprennent. Donc j'ai fait en fait tout un podcast sur l'optimisme. Être optimiste, c'est un effort. Être pessimiste, c'est facile. Surtout donc d'une façon générale, mais encore plus en temps de crise. Si vous voulez vraiment être optimiste aujourd'hui, bon personnellement, j'ose même plus dire que je suis heureuse quoi, en ce moment, parce que si vous dites que vous êtes heureux et que on va dire mais elle est folle quoi, c'est la crise. Donc être optimiste, déjà que c'était pas facile, j'avais en fait un slide avant en France parce qu'on est quand même plutôt entouré de sceptiques et de cyniques et de gens qui râlent et qui sont rien ne va en fait dans la vie et que tout est difficile. Mais alors en ce moment c'est encore plus difficile. Et donc moi je crois qu'en ce moment c'est la revanche des esprits ouverts, curieux, imaginatifs qu'on a toujours bridés au motif que quand on est bon élève à l'école, on ne se comporte pas comme ça. Et donc, je suis tout à fait ravie d'entendre ça. Et je trouve qu'on nous a beaucoup dit que l'optimisme confinait à l'inconscience. Et je suis très contente finalement qu'en ce moment, on commence à penser autrement. Et merci beaucoup pour cette réponse. Mais continuez à être. Bon, je vais bien prendre la suite. Voilà, Joseph de Marseille. J'envoie à tous les Parisiens beaucoup de ciel bleu. Ah, merci. Quasiment à 22 degrés aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des gens qui vont aller se baigner à Marseille. Donc, un peu d'optimisme et un peu de bonne humeur. Voilà, je vous parle d'un centre en fait qui est un centre de recherche sur tout ce qui est management et organisation. Et merci Véronique pour beaucoup, beaucoup de clarté. J'ai beaucoup apprécié le discours. Et ma question, je ne sais pas si elle est peut-être un petit peu, j'espère que ce ne sera pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est que diriez-vous à une équipe qui est au bout de sa vie en termes de management à distance? Au bout de sa vie, ça veut dire quoi? Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus? Du management à distance. Vous leur diriez quoi? Si vous voulez, en fait, on le voit. Enfin, moi, je dirais qu'il faut revenir en fait dans le réel. Donc, vous ne pouvez vraiment pas revenir en fait dans le réel? En partie, oui, si c'est faisable.
Parce que donc moi personnellement, en fait, même dans le confinement, j'allais au studio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même, quand vous êtes confiné, et moi ça m'est arrivé en fait au bout de 3 semaines sur le premier en fait confinement. Je suis dans un appart, on a vraiment l'impression d'être désaxé. Il a fallu que je remette mes pieds en fait sur la terre pour me dire tiens, ça y est, je suis ancrée, Donc il faut résister, si vous voulez. À un moment donné, on a ce confort aussi quand même du digital. Là, je vois beaucoup de mes collègues et je vois beaucoup des clients, et c'est encore pire, où en fait, ils ne se montrent plus, quoi. Il n'y a que des écrans noirs. Donc, par exemple, une des règles que j'ai imposées moi personnellement, c'est que si vous m'appelez, vous mettez votre caméra, sinon, ce n'est pas la peine. Je crois qu'à un moment donné, il y a plein de petites choses et de petites habitudes comme ça, où rien qu'en fait de mettre la caméra, vous voyez en fait des gens. Si vous avez en fait que des écrans noirs, si vous voulez, c'est plus des gens. Vous voyez ce que Donc il faut résister à cette dématérialisation, cette digitalisation qui commence en fait ne plus avoir de sens, quoi. Il n'y a plus de contact humain, il y a plus de on se voit même plus, on voit même plus en fait l'émotion. Donc je crois que déjà il faut faire très attention. J'ai vu pas mal de mes collègues, j'en suis absolument sûre. Ils font autre chose et ils sont plus concentrés avec vous. Ils vous écoutent en fait vaguement. Donc ce que j'ai fait par exemple, je parle plus en fait. Là c'est la première fois que je parlais pendant 30 minutes. Donc, c'est terminé. Je fais 5 minutes, 7 minutes. Soit les gens, en fait, donc là, vous avez vu, j'avais préparé jusqu'à 23 heures. J'avais bien écrit tous mes trucs en me disant, bon, là, je reprends. Mais en fait, je ne le fais plus. Je fais 5-7 minutes. Soit les gens, en fait, ont envie de me répondre, et soit, en fait, je laisse tomber. Parce que, donc, vous voyez, en fait, c'est tout un réapprentissage. On peut continuer avec back-to-back, d'une minute à l'autre, par exemple sur une réunion. Et en fait, il faut commencer à réinventer ce format à distance. Le pire, c'est de parler à des écrans noirs quand même. Vous parlez à des écrans noirs, vous êtes en fait confiné, et puis ça fait... moi, je connais des gens qui en fait laissent parler en fait leur boss et vont faire leurs courses, quoi. Bon, si on commence en fait à vivre dans cette double matrice, voire cette triple matrice, vous imaginez ce que ça va pouvoir donner, quoi. Ça, pas grand-chose. Pour moi, en fait, pas grand-chose. Donc ça, il y a déjà le premier bloc de faire attention et de mettre des règles. Quand je vois en fait des leaders qui parlent à leurs équipes, où il y a 337 personnes sur un call et qu'ils n'ont pas mis eux-mêmes en fait leur vidéo, je me dis, mais pauvres d'eux, quoi. L'engagement de leur équipe, ça va être mort, quoi. Faut quand même. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc de ce qu'on voit, c'est que pourquoi j'y retravaille. Si c'est pour me retrouver dans mon cubicube et puis que finalement, pourquoi en fait, au volant, sur la route, je vous écoute sans écran. Merci Audrey, Marie. Donc, c'est à un moment donné, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, un collaborateur a dit, non, c'était la directrice en fait strat d'un grand groupe qui m'a dit, écoute Véronique, il y a quand même un problème maintenant, j'ai quelqu'un de collaborateur qui m'a dit que j'étais une speakerine. Donc si on va en fait jusqu'à le côté qu'on devient des speakers et que en plus sur des écrans noirs, en termes de quotient émotionnel, d'engagement des équipes, ça ne va pas aller très loin, d'accord ? Deuxième chose, c'est réinventer pourquoi je serais... on a fait une belle étude, je pourrais vous la pousser de droite, enfin elles sont toutes gratuites, vous pouvez regarder sur le site. Pourquoi je viendrai au bureau et pourquoi je ne viendrai pas au bureau? Si ce n'est pas pour avoir plus d'intensité au bureau, de maillage avec mes collègues, de faire des brainstorming, d'avoir cette impression que je travaille en fait en équipe projet, tout de suite en fait ils vont dire je préfère en fait être chez moi plutôt que de faire 1 heure, 2 heures en fait de trajet et ça sert en fait à rien. Là, vous vous rendez compte qu'il y a des gens et des leaders qui ne savent pas animer une réunion autre que voilà mes 77 slides, je parle pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, vous poserez en fait des questions en fait à la fin, et puis ça les gens ils diront je pouvais le faire en fait derrière mon écran. Donc il faut réinventer et upskiller les gens à animer des réunions sur du brainstorm, sur des choses en fait très différentes où les uns et les autres peuvent se sentir en connexion, en valorisation. Et ça, vous avez beaucoup d'upskilling à faire sur des managers ou des leaders, parce que quand les gens reviennent au bureau et qu'ils trouvent que c'est encore plus nul, vous voyez ce que je veux dire, vous les perdez. Et le troisième en fait niveau qui est important, c'est l'Institut Gallup qui a sorti en fait cette étude.
le facteur le plus fort d'engagement des équipes, c'est quand elles participent à une équipe projet d'innovation, qu'elles ont l'impression d'être dans la conception et dans la réalisation en fait, de quelque chose qui est au-delà de tout. Et donc, si vous travaillez en fait, sur ces 3 axes au niveau en fait, du télétravail et de l'engagement, ça fait une sacrée différence. Alors, évidemment, pas toujours en court terme, mais en moyen terme, ça fera une sacrée différence. Merci. Et après, le 4e niveau, c'est de réinventer des espaces. Et ça, j'y travaille. J'ai 60 000 mètres carrés là, après ce call-là. Et c'est comment on réinvente en fait l'espace pour que quand ils arrivent, c'est un effet waouh, c'est un effet qui est mieux qu'à la maison. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Véronique. Merci pour. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui. Merci pour tous ces insights. Moi, j'avais une question et une qui ne l'est pas vraiment. La première, c'est comment est-ce que vous mesurez la valeur de l'innovation? Parce que dans ces périodes-là, l'innovation peut aussi partir dans tous les sens. Et cette mesure en fait de la valeur pour une entreprise, c'est pour moi très important, ne serait-ce que quand il faut convaincre en fait des bienfaits d'une innovation. Ça, c'était une question. Et puis l'autre, c'est sur le design, parce qu'on parle beaucoup du design et d'innovation et de design thinking. Alors pour provoquer, moi je dis souvent que je suis un ennemi du design thinking. J'explique en fait pourquoi. C'est que à un moment donné, le designer, les designers, le métier de designer peut apporter beaucoup plus que de suivre la méthode qu'eux-mêmes utilisent quand ils travaillent sur la conception de quelque chose. Et c'est le designer, la personne, c'est ça? Oui, le métier en fait de designer, la personne. Et que je prenais l'exemple d'une société Thales, par exemple, où le CEO disait il faudrait peut-être arrêter de recruter plus d'ingénieurs, mais des designers, si on veut vraiment innover. Donc ça, je voulais savoir ce que vous pensez de ça, et puis vous pouvez répondre à la première question. Merci. Alors la première question, mesurer en fait la valeur de l'innovation. Moi, je la mesure toujours par l'impact. Et je série en fait l'impact. Donc l'impact stratégique, ça change la trajectoire d'une boîte. Quand j'ai fait le premier meuble de salle de bain pour seniors, pour la paire, et qui crée en fait après une BU sur la Silver Economy, ils vont en fait sur un terrain sur lequel ils n'ont jamais été. Donc c'est un changement en fait de stratégie. L'impact en fait économique. Donc, vendre plus et ça coûte moins cher. On peut faire évidemment. Et l'impact, en fait, l'impact sociétal, est-ce qu'on a été en fait sur quelque chose qui fait du bien aussi à la planète, qui fait du bien en fait à la société? Moi, j'ai toujours pris en fait ces 3 prismes, plus en fait le prisme de l'impact, on va dire, d'image. Donc d'image et donc qui va généralement sur l'attractivité employeur. Si vous êtes en fait une entreprise où on a l'impression que vous n'avez pas innové depuis au moins un cycle industriel, voire 2, voire 3, ou quand même vous êtes catégorisé comme une entreprise has-been. Après, donc ça, si ce type de discours, ça ne suffit pas. Il faut en fait, évidemment, il y a des métriques, vous pouvez des métriques liées en fait à des entreprises très très innovantes où vous avez une corrélation entre le nombre. Donc moi, la métrique que j'aime le plus, c'est le nombre de nouveaux projets lancés par rapport à un cycle de référence industrielle. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous êtes dans la mode, c'est tous les 6 mois. Si vous êtes Framatome, c'est pas tous les 6 mois. Hein. Les nouveaux. Donc c'est mesurer en fait le pipe des nouveaux produits dans le pipe des produits général, et ça c'est aussi une métrique qui est très intéressante à horizon du cycle en fait industriel. Si avec ça ça ne suffit pas, plus en fait des références comme la différence entre la valeur patrimoniale et la valeur en fait boursière. Autodesk, c'est 13 000 personnes.
Renault, bon, à l'époque, c'était, maintenant, je sais ce que j'avais comparé, c'était 113 000 personnes. Même valeur boursière, 10 fois moins en fait de personnes. Ça s'appelle du goodwill. Ça s'appelle la boîte à rêves de la Silicon Valley qui fait que vous avez en fait une valorisation de votre entreprise qui est nettement plus forte quand vous avez la capacité à faire rêver avec de l'innovation. Si avec en fait tout ce type d'arguments, ça ne suffit pas, eh ben, c'est désespéré et il ne faut surtout pas en fait être dans cette entreprise. Parce qu'à un moment donné, ça voudra dire qu'ils n'y croient pas. Moi, je ne fais que d'être dans des entreprises qui n'y croient pas. D'accord ? Donc, il y a deux postures. Vous savez très bien que vous êtes Jeanne d'Arc et que vous êtes voilà, dans un pays qui sera non conquis et que c'est votre grande traversée en fait, du désert et qu'il faut être malin. Mais ça ne sera pas en, fait, en ayant des métriques supérieures que ça va convaincre en fait, les gens les uns et les autres. Il va falloir le démontrer par l'exemple. Là, je suis en train d'innover en fait très fortement sur ces expériences immersives pour Comex. Bon, bah voilà quoi. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Donc, dans cette période, pour l'avoir vécu plein de fois, au début, vous êtes pris pour un fantasque, une chimère. Bon, voilà, une ésotérique. Je peux avoir plein de choses. Enfin. Et puis, à la fin, en fait, soit ça marche. Et donc, tout le monde avait cru à votre projet, vous a soutenu. Ça ne marche pas et vous êtes né sous X. Bon, voilà, c'est le lot de l'innovation. Voilà, donc, pour la première, ça répond à votre question, Damien ? Oui, très bien. Enfin, ça ressemble à ce que je vis et ce que j'ai vécu. Moi, j'ai toujours innové et du coup, et en étant pas mal perturbé en fait par pas mal de personnes. Et aujourd'hui, on vient de me confier l'innovation en plus de mon job actuel parce que justement, en fait, dans des grandes entreprises, je travaille pour Accor, pour le groupe Accor. D'accord. Et dans des grandes entreprises comme la nôtre, il faut énormément d'audace et de conviction pour pouvoir déplacer en fait les frontières, les murs, etc. et l'ouverture en fait. Il y a une stratégie en fait d'écosystème et de pouvoir à ce niveau-là. Après, il faut prendre les gens un peu en étau. Il faut avoir la méthode de, j'appelle ça, en dessous du radar. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en fait sans demander la permission, on le fait. Et puis après, parce que sinon on fait rien. Enfin, moi, quand je recommence dans une organisation, j'essaye toujours d'être hyper bon élève et trop bon élève. Juste à temps qu'après j'ai mon âme d'innovatrice qui dit quand même bon, on va quand même y aller. Mais c'est sûr que si on est trop bon élève, comme eux, ils ne peuvent pas en fait prendre une décision, ils disent non. Donc, si on les met en fait face à des décisions que de toute manière en innovation, ils ne peuvent pas prendre, ils diront non. Donc ça, il faut faire en fait attention. Il faut aller. Et puis après, il faut en fait s'entourer. Il y a tout un art de la dissémination et un art en fait d'une stratégie de go en fait finalement. Juste à temps que ça soit possible de le faire quand même quoi. Et de toute manière, quand on est dans ce type en fait d'environnement, on sait très bien qu'on va finir sur le bûcher. Enfin, faut être assez réaliste là-dessus. Hein. Et on sera jamais reconnu. On aura juste la fierté d'avoir fait. Oui, mais c'est à la fin, il y a toujours une reconnaissance. Moi, juste pour partager, à un moment donné, je suis convoqué donc par Sébastien Bazin sur un projet où tout le monde lui disait faut aller voir Damien, il fait n'importe quoi. Et donc je lui présente le projet et je lui dis ça va être compliqué pour trouver un business model derrière ce projet-là. Et il me dit mais c'est pas grave en fait. Ce qui est bien, c'est que tu l'as fait alors que tout le monde t'interdit de le faire. Et l'important, il est là. Et en fait, c'est vrai que derrière les cadres dirigeants, si tout le monde suit en fait une politique très policée, on n'y arrive jamais à créer de la valeur. J'ai invité Sébastien Bazin à notre prochain dîner de CEO le 23 mars. Donc, si vous avez des messages à lui faire passer, n'hésitez pas. En s'y mettant à plusieurs, ça peut toujours marcher. Et le problème, d'ailleurs, souvent, enfin, en tout cas chez nous, c'est pas Sébastien Bazin. Sébastien Bazin est un promoteur de l'innovation. Il met toutes ces dynamiques au sein de l'entreprise. Les difficultés, c'est plus autour.
Il ne faut pas hésiter en fait, à retourner en fait, sur le PDG, et à s'en faire un allié, et puis de dire, bah, tu sais, de merde, je ne peux pas en fait, m'en sortir si de temps en temps, voilà, si de temps en temps, donc moi ça a été pareil là, et il y a mon PDG Samy. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on est ensemble parce que c'est lui qui m'a rappelé qu'il y avait la conférence aujourd'hui et dans mon agenda, c'était la semaine prochaine. Donc, vous m'aurez attendu pendant 1h30, je ne serais pas été là, j'étais sur une autre compte. Et en fait, lui, à partir du moment où vous avez le joker, ça peut marcher, quoi. C'est-à-dire que ça peut, sinon, c'est extrêmement en fait difficile. Alors, votre deuxième question, designer versus méthode. Donc, moi, je me suis occupée, donc j'ai fait 5 mandats de croissance organique pour Thales, directement pour Denis Rank et le COMEX en fait, de l'époque. Donc, c'est une grande, voilà, j'adore en fait cette boutique. Et mes mandats, c'était comment trouver un marché civil avec la technologie militaire. Et alors, j'ai beaucoup travaillé avec des designers, des ingénieurs et des écoles de commerce. Le problème, c'est qu'il faut aussi trouver des gens qui sont à la hauteur de l'artefact. L'artefact, c'est le truc qu'on est en train de faire. Tout le monde peut, vous voyez, si on peut avoir des produits simples, des services simples, mais dès qu'on commence à tomber dans des systèmes, typiquement ce que j'ai fait en fait, des dispositifs très compliqués en fait pour Thales, tout designer n'est pas forcément en fait capable. Donc après, à un moment donné, moi je crois plus pas à des grandes équipes multidisciplinaires, mais si on se retrouve avec par exemple un designer et puis un ingénieur qui connaît en fait bien le métier et qui suit en fait une méthode qui est quand même très fiable, ça donne quand même beaucoup plus de résultats. Et donc là, on a surexposé des fois des designers qui n'étaient pas forcément capables d'appréhender en fait cette complexité. Et on a en fait trop, sacralisé en fait une équipe multidisciplinaire qui ne servait en fait à rien. Donc moi, j'ai plus trop de dogme sur la question. Au début, j'étais vraiment très dogme, équipe multidisciplinaire, enfin vraiment le mantra de la discours de Stanford, etc. La pratique, c'est que tout seul, c'est toujours difficile. Avec un duo, c'est quand même beaucoup plus facile. Et qu'à un moment donné, on est quand même dans le pays de Descartes. Et que, mine de rien, je crois quand même beaucoup à ce que si l'input, il est bon et que le process, il est bon, l'output, il sera bon. Et le process, la méthode, le nombre de fois, enfin moi personnellement, j'étais celle qui a popularisé le design thinking en France avec ce livre, le design thinking par la pratique, la D-School, etc. Quand je vois ce qu'on en a fait sur Paris, bon, bah voilà, ça me fait peur, hein. Ça me fait vraiment peur. Notamment sur certains modules de design thinking chez Thales, où je suis dans certaines organisations, ça me fait peur, quoi. Parce qu'on est à l'inverse en fait de même en fait les principes de base de cette culture, de l'état d'esprit, de la méthode. Bon, donc voilà, il y a donc cette réponse, elle est. Après, moi, je suis adepte de dire qu'il faut des teamman, c'est-à-dire des gens qui ont une grande expertise dans le domaine donné, avec cette capacité en fait teamman qui est un principe très stanfordien, avec cette capacité d'appréhender le processus, l'ouverture, la capacité de relier, la méthode. Et je trouve que ça fait des profils très, très bons. Mais rien ne vaut en fait la passion. Rien ne vaut en fait des valeurs de leadership comme vous pouvez porter à l'INSEAD, d'innovation, de volonté en fait d'y aller, de pugnacité. J'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup de méthode, qui avaient beaucoup de détermination, de pugnacité et qui réussissaient. La méthode, ça permet juste en fait d'angoisser moins et d'être plus efficace, et de frapper plus juste et de frapper plus fort. Ça répond à votre question, ça va? Oui, très bien. Merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Bonjour Véronique. Bruno. J'ai une question parce qu'on a parlé tout à l'heure des managers qui faisaient dérouler une centaine de slides dans une conférence Zoom. Bon, oui, ça me choque toujours un petit peu quand ça arrive. Enfin, disons qu'il vaut mieux être chez soi avec un café et en pantoufles quand ça arrive. Je le dis sans vergogne, hein, parce qu'on n'a pas besoin de subir ça au bureau aussi. Mais en gros, est-ce qu'on a les outils? Alors, vous avez fait référence
à mettre de l'humain dans le digital. Je pense que je vois plus ou moins les outils auxquels on fait allusion, mais là, on a déjà des problèmes de CPU, de bande passante. Enfin, les ordinateurs ne sont pas top déjà, même pour faire une conférence Zoom classique en visuel. Donc, pour moi, c'est encore un peu loin. Mais est-ce que les pratiques, maintenant qu'on a subi un petit peu ces différents confinements et on a expérimenté le télétravail, Zoom et tous ces outils, est-ce que les pratiques pour justement animer des réunions commencent à changer vraiment? Est-ce qu'il y a des best practices maintenant pour animer des réunions et est-ce que ce n'est pas juste un effet d'aubaine? Et est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va vraiment changer un petit peu la façon dont les managers animent des réunions en général et pas que sur Zoom? Parce que la difficulté, c'est vraiment sur un écran. Mais est-ce que ça pourrait avoir une influence positive sur les vraies animations, enfin sur l'animation de réunions en physique aussi, de façon à ce qu'on ne subisse plus les réunions comme avant? Là, vous parlez en fait de transformation et de changement en fait culturel. Vous savez très bien qu'en fait, il y a toujours 5 types de profils. Je renvoie en fait sur vos classiques de management. Il y a dans des changements en fait comme ça, vous avez en fait des gens qui sont dans la résistance la plus totale. Et donc, ils vont dire non, mais attendez, rien de neuf sous le soleil. Moi, je fais comme d'habitude. Et puis, ils vont trouver en fait des arguments, même très politiques des fois, pour pouvoir en fait justifier le fait qu'ils n'y passent pas. Donc, il y a le reni après. La résistance, c'est déjà pas mal parce que les gens se disent bah ouais, il faudrait changer, mais je ne sais pas le faire et donc je résiste. Il y a le reni en disant non, mais c'est n'importe quoi. Donc, le reni, quand vous avez des gens qui renient, ils ne vont jamais changer. Et on le sait très bien dans les courbes. On a une courbe qui est comme ça, en fait. Et on sait très bien que, bon, bah voilà. Donc, vous en avez trop qui sont comme ça. Vous pouvez continuer, enfin, vous pouvez faire des programmes de formation. Alors, en tout cas, si on n'accompagne pas les gens dans le upskilling et dans la formation, c'est très rare. Il y en a quelques-uns qui y arrivent, mais la plupart, ils n'y arrivent pas. Après, vous avez les gens qui ont le flash, en disant, je ne sais pas comment on fait, le design thinking, je ne sais pas, en fait, mais je vois bien que c'est un autre univers, que ça connecte le QI, le QE, que ça me permet d'explorer. Donc là, c'est pareil, en disant, je vois bien que tous ces outils, ça va changer. Donc, ils ne savent pas, ils ont leur flash. Ils ne savent pas trop comment faire, mais ils ont un flash. Moi, j'en ai eu plein de gens qui arrivaient à la School et qui, d'un seul coup, là, ils étaient dans un flash. C'est marrant. C'est comme vous allez en Learning Expedition et d'un seul coup, vous avez un flash en disant mais ça ne veut pas dire que vous allez en fait vous engager. Et ça veut pas dire que vous allez vous explorer et ça ne veut pas dire que vous allez vous engager à le faire. Et toute cette courbe en fait de changement, elle doit être accompagnée et la plupart, 60% en fait des gens sont dans le pourquoi pas si ça ne me coûte pas trop cher et que ça me rapporte gros. Enfin, les gens sont très pragmatiques. Donc nous on a fait par exemple des upskilling de comment utiliser en fait Zoom d'une façon klaxoon, etc., etc. Comme c'est une population qui est quand même le pourquoi pas, maintenant ils y arrivent très bien. Mais il est clair que ça change quand même en fait cette interface. Et puis ensuite, quand on revient dans une salle, moi j'ai vu plein de gens, c'est trop drôle. Bon, moi j'adore observer les gens. La première chose, c'est qu'ils ont remis en fait l'écran, ils ont remis en fait en disant on revient comme avant, quoi. Parce que je n'ai pas compris. Attendez. Ils sont dans une salle, une vraie salle. Quel est le rapport avec l'écran? Ils ont remis en fait un écran dans la salle. Ils ont reprojeté en fait quelque chose et puis et on a tous en fait regardé l'écran et puis écouté la personne qui parlait. Comme si de rien n'était, quoi. On est d'accord. Voilà, parce que c'est le seul qui savent faire. Et quand je leur ai dit, j'ai pris le paperboard et j'ai dit, attendez, ça fait quand même 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On va réfléchir autrement. On va se connecter autrement. Ils m'ont laissé faire parce qu'ils ne savent pas faire. Et puis après, on a fait un truc énorme sur les murs. Les gens étaient, ça nous fait du bien, c'est d'oxygène, etc. Mais il faut voir que, moi je suis très, très discrète, mais et je lis le truc. Et en fait, le gars qui m'a regardé m'a fait, mais moi je ne sais pas du tout faire ça. Et donc le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément travailler autrement. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir aux anciennes habitudes ou ce qu'ils ont fait. Au monde d'avant. Bah oui. Et ça, par contre, ça va donner l'impression que c'est le monde d'avant.
mais ça ne recrée pas d'énergie, d'engagement, de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est pas bon pour le moral des équipes et les motivations. Donc, on a les outils pour les aider quand ils reviennent de façon à faire une transition un peu plus, on va dire, intéressante vers d'autres outils pour éviter qu'on se retrouve comme avant. Est-ce qu'on a ça? Nous, en fait, on a mis en place, et moi, je suis en train on continue à co-créer parce qu'il y a plein, c'est ce que disait en fait Jean-Pierre, elle travaille beaucoup là-dessus. Il faut en fait réussir en une demi-journée, en une journée, en 1 heure, donner de nouveaux outils en fait aux gens pour animer et pour connecter en fait les gens d'une façon différente. Et moi, j'y crois beaucoup, mais c'est des gros chantiers de transformation et d'upskilling. Ça marche. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question sur vous avez parlé des méthodes ethnographiques. Oui. Comment vous immergiez dans les besoins et vous mettiez en empathie avec les besoins des utilisateurs. Du coup, est-ce que vous avez quelques clés sur comment vous faites ça maintenant ou des choses que vous avez expérimentées qui ont marché pour vous? Ouais, donc, moi, j'ai un PhD d'Eindhoven en design industriel et dont une grosse partie, en fait, un tiers est le bloc recherche ethnographique. Donc, comment on s'inspire par ce type, en fait, de méthode. Ce qui marche en fait pas mal, là, c'est donner des journaux d'activité. Donc, si vous êtes connaisseur, et le journal d'activité, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est vraiment de très loin, ça marche, c'est ce qui marche le mieux. Donc, du journaling, quoi, tout bête. Les gens, non, journal d'activité, c'est pas ça. Un journal d'activité en recherche ethnographique, c'est que donc, vous définissez en brainstorming, vous définissez en fait les activités d'une expérience qu'il pense en fait faire d'une façon top of the mind et on lui demande en fait de renseigner ces activités par de la photo et par des protocoles de ce qu'on appelle Speak Aloud Protocol, c'est-à-dire quand il va faire en ce moment, je suis en train de refaire des processus. Globalement, les gens travaillaient en équipe dans une salle et puis quand ils avaient un problème, ils parlaient en fait voisins et le voisin aidait à résoudre en fait le problème. Donc là maintenant c'est un peu compliqué en fait en télédistance et en télétravail. Et on est en train de revoir en fait, tout ce processus. Et donc comme on ne peut pas les observer parce qu'ils sont chez eux, que c'est Covid et que voilà, on définit en fait qu'est-ce qu'ils font donc sur des cycles en fait de résolution de problèmes parce que là c'est des résolutions de problèmes. Et donc, ils ont les activités, ils pensent qu'ils font ça, 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 et dans cet ordre. Et ensuite, on leur demande de s'enregistrer en faisant l'activité. Donc, je suis en train de taper sur le bouton à droite, à gauche, et je regarde mon écran, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un Speak Aloud protocole, c'est-à-dire que la personne, en faisant l'activité, et son expérience, elle la décrit avec ses mots et c'est vraiment un protocole de designer et d'architecte. Les premiers en fait dans les années 60 et 70 pour pouvoir en fait faire de la recherche sur les designers et les architectes. Ça a été en fait un très gros bastion qu'on a réutilisé pour faire de la recherche ethno comme ça. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose c'est qu'ils renseignent dans un journal d'activité où ils prennent en photo. Ah là j'ai un bug et j'ai un problème. Donc, ils prennent en fait une photo et ils la décrivent eux-mêmes en disant j'ai rencontré le problème en haut à droite de l'écran, etc. Et ça marche très très bien. C'est super. Ça y est, mais j'ai eu un peu peur. Hein. Parce que je faisais mon métier en me disant si je vais plus sur place. Et ça marche. J'avais en fait, ça marche très bien. On a des très très beaux insights, des très bonnes. Si vous avez des gens qui sont honnêtes intellectuellement, et rigoureux méthodologiquement, on a les mêmes résultats que si on les observe nous-mêmes. Parce qu'on pensait mettre des caméras espions, mais on a eu plein de problèmes en fait de données confidentielles. Et donc j'ai dit bon, ça. On n'a pas réussi à passer tous les checkings en fait. Mais est-ce que ça pourrait être utilisé par exemple dans le Customer Journey? Ah bah oui. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de, Jean-Pierre l'a dit, moi, j'ai fait j'ai fait beaucoup de customer avant, c'était vraiment customer. Et là, maintenant, je suis sur l'employee journée, beaucoup plus, parce que, voilà, cette tendance du télétravail chamboule pas mal, en fait, les uns les autres. Mais oui, bien sûr, ouais. Mais alors, c'est plus, c'est quand même, j'en avais fait, en fait, j'en avais fait beaucoup avec des personnes âgées. Donc ça marchait bien parce qu'avec les personnes âgées, elles ont le temps. Quand on en a fait en fait avec des mamans
qui avaient des gamins, etc., c'était beaucoup plus compliqué parce qu'elles n'ont pas le temps, quoi. Mais là, les employés, comme on dit qu'on réinvente en fait leur propre expérience, qu'on veut améliorer leur expérience, etc., ça marche très bien. Ils sont très contents. Je vois qu'il y a eu des questions sur des références. Certaines ont été répondues. De toute façon, on regardera et on mettra les références qui ne soient pas déjà répondues dans le compte rendu. On verra ça avec Véronique et Magali. D'autres questions? Alors, l'article, c'est Leadership Résilient, Resilient Leadership, et vous pouvez le télécharger sur Deloitte. Deloitte Leaders, il y est. Valérie. Oui, merci, j'ai remis le lien après, en effet. Je l'ai retrouvé. Merci. Bon. Les références de la vidéo sur YouTube, ça c'est les mardis d'innovation, innover en temps de crise. Marc Gigé. Si vous, voilà, j'ai trouvé cette vidéo. Bon, bon pardon, excusez-moi, j'avais pris en fait dans le. Oui, donc en effet, le premier les ambitextes, le premier qu'a dit, c'est James Marsh. Et ensuite, ça a été repris par Aurélie et Tushman. Oui, tout à fait. C'est les 3 bonnes références. Je ne l'ai pas dit parce que je ne me rappelais plus en spontané, mais évidemment que c'est ça. J'ai vu une information intéressante sur l'organisation ambidextre avec des références très intéressantes, dont certaines sont connues et d'autres beaucoup moins. Merci beaucoup, Joanne, de ces informations. Ouais, Daniel Goleman, c'est bien ça, intelligence émotionnelle. Il y a des traductions que j'aime pas trop en français sur des mots, mais bon, qu'importe. Je trouve que l'édition américaine en anglais est plus. C'est comme le livre sur le design qui s'appelle Change by Design. Qui a été en fait traduit par Esprit Design. Change by Design, c'est pas Esprit Design quand même. Je dirais, c'est pas du tout les mêmes concepts. Y a-t-il d'autres questions ou propositions? Bon, ça va, vous avez passé un bon moment? Oui, merci Véronique, merci beaucoup de ton temps et de tout ce que tu as dit pour éclairer nos idées. Donc il y aura un compte rendu, parce que ça a été enregistré, qui vous sera envoyé. Et voilà, et merci d'avoir participé, portez-vous bien. Et donc, prochain petit déjeuner, c'est donc au mois de mars, sur l'initiative de 24, sur des sujets un petit peu différents, mais tout aussi passionnants. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci Véronique, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Véronique, au revoir Jean-Pierre, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.